Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Cette semaine, nous sommes rentrés dans la campagne officielle des élections législatives. Les premières affiches habillent les panneaux électoraux, les clips de campagne surgissent entre deux programmes télé et Libellisé continue son chemin afin d'éclairer à la lampe frontale le sentier qui nous mène jusqu'à la prochaine assemblée. Vos questions et notes vocales sont toujours attendues sur libellisé@libération.fr. Ça tombe bien, on adore vous lire. Serions-nous prêts à faire le grand saut dans le bain de l'épisode 19 ? Allez hop, on plonge. Tiens, au fait, que devient Emmanuel Macron ? Très discret depuis sa réélection, le président de la République est réapparu cette semaine pour parler des services d'urgence à l'hôpital et éducation aux côtés de son nouveau ministre. Alors que le gouvernement enchaîne les crises, pourquoi Emmanuel Macron est-il si silencieux ? Va-t-il s'investir dans la campagne législative ? Pourquoi les polémiques gouvernementales s'enchaînent-elles ? Libellisé, épisode 19, crise, polémique législative, l'Élysée ne répond plus. Et alors, on va en parler avec Charlotte Chaffanjon, salut. Bonjour. Toi, tu suis alors Emmanuel Macron pour les pages politiques de Libération. Et Jonathan Boucher-Petersen, salut. Bonjour. Alors toi, tu es donc rédacteur en chef adjoint du service politique. Alors, Charlotte, c'est une question, je pense que beaucoup de gens se posent. On a vu cette semaine Emmanuel Macron aller à Cherbourg, il est allé à Marseille. Est-ce qu'il avait un peu disparu quand même, Emmanuel Macron ? Oui, il avait un peu disparu après un entre-deux tours de la campagne présidentielle où on l'a vu absolument tous les jours sur le terrain et promettant quelque part de ne pas s'arrêter là et de continuer sur cette lancée. Tout d'un coup, après un déplacement à Cergy-Pontoise dans la foulée du second tour un peu mouvementé, il faut se souvenir des jets de tomates, des bousculades, etc. Il a complètement arrêté le terrain. Il ne s'est pas du tout mouillé dans la campagne des législatives, alors qui est officiellement commencé uniquement depuis le début de la semaine, mais en réalité qui avait déjà commencé. Pas de prise de parole sur les sujets nationaux. Il s'est concentré sur l'international, mais on voit bien que sur la question du conflit en Ukraine, enfin de la guerre en Ukraine même, c'est plus si simple qu'au début où il était le faiseur de paix et le sauveur de l'Europe, puisque il y a des frictions avec le président ukrainien Zelensky sur une volonté d'Emmanuel Macron peut-être un peu excessive de jouer la diplomatie avec Vladimir Poutine. Donc même là-dessus, on n'est plus sur la communication excessive sur laquelle on était avant la présidentielle. Donc effectivement, il y a un sentiment d'absence. Et est-ce que c'est une volonté ou est-ce que ça peut être une tactique aussi de communication ? C'est peut-être la rencontre entre des circonstances et puis un fond de stratégie. Et souvent, il faut habiller la stratégie au gré des circonstances. Donc il y a toujours cet équilibre-là. Après, Emmanuel Macron, on l'a quand même beaucoup vu, on a beaucoup entendu parler au tout début, mais dans un côté très popole sur la constitution du gouvernement, avec toute une période de suspense, d'attente, et à la fin, pas vraiment d'effet waouh. Donc il est aujourd'hui en déplacement avec Pape Ndiaye à Marseille. Donc c'est à peu près le seul nom un peu significatif qui a fait parler. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est l'espèce de ressort qui s'est tiré pendant la campagne présidentielle on était dans un contexte où les urgences étaient multiples, étaient patentes, étaient assez évidentes, et on se disait qu'il y avait un enjeu à enclencher, quelque chose derrière. Donc après, on comprend que pour un pouvoir sortant, et on est dans une situation un peu atypique quand même, d'un pouvoir sortant qui était déjà complètement au pouvoir sans cohabitation, de devoir réenclencher un élan, être toujours dans cette idée que le macronisme, c'est d'abord un mouvement, c'est d'abord une dynamique. Là, voilà, il y a un moment, est-ce que c'est de la tétanie, est-ce que c'est du manque d'imagination, est-ce que c'est de la stratégie ? Sûrement la rencontre de tout ça. En revanche, voilà, il y a clairement un problème dans un régime hyper présidentiel quand l'hyper-président est hyper absent. Le problème, c'est que donc l'hyper-président est hyper absent, effectivement, exactement comme le dit Jonathan, pour un mélange de tout un tas de raisons, mais il n'y a pas que lui qui est hyper absent. C'est-à-dire que la première ministre Elisabeth Borne, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elle a eu des prises de parole marquantes, significatives, qui aident les Français à se projeter dans un avenir radieux. Alors, il y aura son discours de politique générale après les législatives. Et évidemment, on n'en a pas encore parlé depuis le début, mais tout ça tourne autour du calendrier des législatives, des 12 et 19 juin. Ils essayent de pas trop se mouiller avant de connaître la constitution du Parlement. Donc, il y a tout un tas de raisons. Il y aura une grande conférence sociale début juillet où Emmanuel Macron a prévu de demander un peu son avis à tout le monde sur les grands sujets pour pas faire celui qui décide tout seul, même si tout est à peu près déjà décidé. Mais enfin, c'est aussi pour ça qu'il prend pas position. Donc, il y a tout un tas d'explications. Mais la finalité, c'est que donc lui est absent. La première ministre, on l'entend pas vraiment, et quand on l'entend, c'est parce qu'on a l'impression qu'elle est dépassée. Je pense notamment à l'affaire Abad, où elle a eu l'air de découvrir comme ça que son ministre des Solidarités était accusé de viol, alors qu'apparemment tout le monde le savait. Enfin, c'est très bizarre. Et puis les ministres qui n'ont pas le droit de parler.
Donc, la période de réserve avant les législatives impose un certain silence. Mais alors là, c'est absolu. C'est-à-dire qu'à part Bruno Le Maire, personne ne fait de médias. Il y en a même certains qui sont assez frustrés et qui le disent. Ne peuvent pas monter au front pour défendre Emmanuel Macron, alors qu'il y a quand même des polémiques qui s'enchaînent. J'ai parlé de Damien Abad, on peut parler du Stade de France. La mission Flash pour les urgences a été une annonce quand même pas totalement réussie, parce qu'on se demande un peu, après 5 ans, un Ségur, ce que cette mission Flash va apporter de plus. Donc c'est pas que Emmanuel Macron. Voilà. Mais tout de même, Emmanuel Macron, est-ce qu'on sait ce qu'il pense de ces différentes affaires? Tu viens de les énumérer entre Abad et le Stade de France. Alors, le Stade de France, il y a des petites choses qu'on fuitées par la voix de la porte-parole Olivia Grégoire mercredi dernier. Il est furieux, ouais. Oui, voilà. Ouais, bah ça c'est confortable. Hein. Sarkozy était furieux aussi quand c'est ministre. Macron a souvent été furieux aussi pendant 5 ans. Et donc, par contre, sur l'affaire Abad, silence complet, ça veut dire, est-ce qu'il y a aussi cette volonté, ça c'était dès l'affaire Benalla, en disant je ne me laisse pas dicter mon agenda par les médias? Sur l'affaire Abad, moi je pense savoir ce qu'il pense, parce que j'avais en décembre, je crois, fait une enquête pour Libération sur son rapport à MeToo, on avait appelé ça grande cause ou cause toujours. C'est-à-dire que depuis 5 ans, Emmanuel Macron a été confronté, c'est pas la première fois, au sein de son gouvernement, à des affaires du même type. Évidemment, l'affaire Nicolas Hulot, qui est assez spectaculaire, mais aussi l'affaire Gérald Darmanin. Il s'est déjà exprimé. On se souvient que pour Gérald Darmanin, qui n'était pas mis en examen, ce qui est le cas aussi de Damien Abad, il avait dit « on a eu une explication d'homme à homme ». Il avait dit ça publiquement. Il m'a dit que c'était bon, bah moi je le crois. Sur l'affaire Hulot, il avait quand même parlé d'inquisition en parlant des femmes qui accusaient Nicolas Hulot de viol, d'agression sexuelle après la diffusion d'Envoyé spécial, où 4 femmes quand même racontaient des faits absolument atroces. Donc Emmanuel Macron part du principe que tant que la justice n'est pas passée, que la justice n'a pas condamné, qu'il n'y a pas de preuves matérielles, que ce soit pour des affaires d'argent, de conflits d'intérêts, ou de mœurs, ou de violences sexuelles, c'est la même chose pour lui. Il n'a pas, lui, à faire justice, et c'est quelque chose qui peut complètement argumenter et qu'il assume totalement. C'est-à-dire qu'il estime que si on franchit cette barrière-là de dire on vous croit, ce que certains macronistes disent, je pense notamment à Christophe Castaner, lui dit il faudrait dire on vous croit, Emmanuel Macron part du principe que si on fait ça, on tombe dans une démocratie d'opinion à la limite du fascisme. Une chose aussi à propos de Gérald Darmanin, donc l'autre affaire, c'est-à-dire vraiment sur le Stade de France qui a secoué un peu le milieu politique depuis samedi dernier. Gérald Darmanin, il bénéficie toujours du soutien d'Emmanuel Macron. On a beaucoup parlé du maintien de l'ordre depuis le début de l'élection, depuis 2017 en fait. Ça veut dire qu'il n'accepte aucune critique à ce propos sur le maintien de l'ordre? Non, mais il n'accepte aucune critique. En tout cas, il fait. Encore une fois, on est plutôt dans le cynisme que dans les principes. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est où est son barycentre électoral, quelle est sa base, à qui s'adresse-t-il, quel message. Il a beaucoup été attaqué sur le côté la mollesse régalienne. En tout cas, c'était l'angle d'attaque de la droite, d'un certain nombre d'éditorialistes. Donc tout ce qui lui permet de réaffirmer que là-dessus, il a un homme fort qui fait le job, un peu à la Sarkozy. Enfin voilà, Darmanin, on voit très bien où est l'exemple. Effectivement, il faudrait vraiment qu'on soit dans une situation où ça devient thermonucléaire et où Darmanin doit servir de fusible, mais il y en a un qui servira avant de fusible si la question se pose, c'est évidemment le préfet Lallemand, même si la retraite s'approche aussi, donc peut-être que c'est ça qui va solder son sort. Mais oui, il y a quelque chose de... Donc je suis pas sûr que ça vraiment tienne lieu de conviction ou d'une vraie réflexion du chef de l'État, mais politiquement, oui, il a besoin de ne pas pouvoir être contesté sur ce flanc droit, sur ce flanc sécuritaire. Ça vaut pour la droite classique, ça vaut pour l'extrême droite qui assez régulièrement essaye d'attaquer ce biais-là, et ça crée une espèce de mansuétude, voire de déni de réalité parfois. Et Darmanin, c'est vrai que là, il est en train clairement de s'abîmer aux yeux de l'opinion. Ça fait partie du job, mais c'est pas très reluisant. Comment aujourd'hui Emmanuel Macron s'entend-il avec Elisabeth Borne? Alors il l'a nommé. Est-ce que ce sont des gens qui travaillent bien ensemble? C'est on va dire, c'est une fidèle de la Macronie. Donc, oui, il n'y a pas de surprise. En fait, ça fait 5 ans qu'elle était ministre d'Emmanuel Macron. Elle s'entend bien avec lui comme elle s'entend bien avec Alexis Kohler. Il y a une relation de confiance. Pour l'instant, on n'est pas rentré dans le dur, entre guillemets. Donc une relation de continuité, j'ai envie de dire. Et même les autres ministres, aujourd'hui, on sait si Emmanuel Macron est vraiment content de ce gouvernement ou pas? Non, on ne sait pas vraiment, mais encore une fois, ils ont rien fait encore, j'ai envie de dire. Donc c'est compliqué. Alors bon, on a effectivement appris qu'il était furieux contre Gérald Darmanin. Ça, c'est une petite musique. Comme il a été furieux 10 fois pendant le Covid contre Olivier Véran, à chaque fois qu'il y avait un couac, on apprenait dans le journal du dimanche que Emmanuel Macron était rentré dans une colère noire. Donc effectivement, comme dit Jonathan, c'est un peu facile. À part ça,
personne n'a rien fait, personne n'a rien dit. Mais la difficulté, c'est qu'on crée un gouvernement qui a vocation à laisser toute la place à Emmanuel Macron, qui est le politique de l'histoire. Ça vaut pour l'ensemble de ses premiers ministres, peut-être à part Édouard Philippe, qui, justement, quand il a commencé à avoir une surface politique, voire une petite musique personnelle, on a fait les frais. Jean Castex, il a été décrit comme tel, et c'est comme ça qu'il a exercé sa fonction. C'était quand même quelqu'un qui venait pour gérer les dossiers, pour retisser le lien avec les élus locaux. Et Elisabeth Borne, c'est évidemment pas son flair ou son flegme ou son sens politique ou sa capacité à occuper le débat public qui a justifié qu'elle soit nommée à Matignon, mais plus voilà, le sérieux, la confiance, la capacité à traiter les dossiers, un sens de la concertation qu'il s'agira quand même de démontrer. Donc il y a un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire quand le système institutionnel hyper présidentialisé, la volonté affichée, revendiquée du président de dire voilà, l'homme politique dans l'histoire c'est moi, à partir du moment où lui ne fait plus de politique pour des raisons de, on peut dire, quelques temps de repos après la présidentielle, c'est légitime, chacun peut le comprendre. Effectivement, comme me le disait Charlotte, la scène ukrainienne qui a quand même beaucoup servi dans la campagne présidentielle et qui donnait une fenêtre intéressante, il reste la scène européenne mais qui est un peu au second plan en ce moment. Voilà, au bout d'un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut prendre des coups, il faut être là, en fait, il faut être présent. Cette espèce de stratégie de l'évitement permanent du débat, on a vu qu'il était rentré en campagne présidentielle dans un contexte qui le légitimait le plus tard possible, mais ça fait quand même naître une petite musique mais il n'a pas envie de débattre avec ses concurrents ou simplement de se présenter devant les Français. On a l'impression, voilà, c'est législatif dont le corps politique est habitué à ce que ce soit la mécanique de confirmation de la présidentielle. Il croise les doigts en se disant que ça va bien passer. Au pire, le paysage sera un petit peu différent. On entendra un peu moins Christian Jacob, un peu plus Jean-Luc Mélenchon. Ça aura évidemment des implications. Ça n'empêche pas de faire passer les projets de loi. Ces déplacements à Cherbourg et Marseille, ils étaient prévus de longue date ou pas? Ou ça s'est improvisé? Ça donne le sentiment de l'improvisation, comme globalement tout à l'Élysée en ce moment donne un peu le sentiment d'improvisation. Alors, je dis ça donne comme si j'avais pas la réponse, c'est-à-dire que jamais l'Élysée ne donne des déplacements longtemps à l'avance, ça n'existe pas, ils préviennent toujours 2-3 jours à l'avance, c'est maximum, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de flexibilité, d'agenda, etc. Mais là où je dis que ça donne le sentiment d'improvisation, c'est dans les annonces, c'est-à-dire la fameuse mission Flash dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui semble vraiment sortir de nulle part. Alors, il avait dit que la santé était une priorité du second quinquennat pendant la campagne, comme l'éducation, mais alors du coup, on peut faire des missions Flash sur tout. Et ça donne le sentiment qu'il sent que quelque chose est en train de se fissurer. Mais pourtant, c'était quand même une partie du bilan dont il était le plus fier, avec le Ségur, l'augmentation de la rémunération des soignants. C'est quand même, ça donne le sentiment, oui, de quelque chose qui est fait un peu à la va-vite, en essayant de colmater un peu des brèches, quoi. Et pourtant, on a l'impression qu'il s'est engagé dans les législatives cette semaine. Vous savez, qu'il est rentré peut-être, non, dedans ou pas? Oui, dans les législatives, non, j'en suis pas complètement convaincue. Je pense que la priorité là pour lui, ça a été dit et redit, c'est pas quelque chose d'étonnant, j'ai envie de dire, mais il n'a pas d'état de grâce, parce que c'est un second mandat, parce qu'il y a une continuité, parce que les Français lui ont donné la possibilité de poursuivre, mais ne sont pas dans la découverte et voilà, donc il n'y a pas d'état de grâce, donc je pense qu'il est plus dans essayer de se lancer dans une dynamique à lui que de faire campagne. En fait, il attend de voir. Il y a un côté, on est dans un moment où je pense que lui n'a pas complètement les cartes en main sur quelle est la réalité politique. C'est-à-dire, sortira de ces législatives probablement une majorité pour Emmanuel Macron, mais ça ne dira pas tout. Cette majorité, dans quelle mesure elle sera composite, quelle place pour Horizon, par exemple, dans cette majorité-là, quel équilibre dans l'opposition, qui prend la main pour aussi créer les conditions du débat public. Évidemment, ce qu'on se disait à l'instant, c'est que pour faire passer des projets de loi et des textes, avoir la majorité suffit. En revanche, si la petite musique alternative est celle de la gauche plus que celle de la droite, évidemment que ça peut aussi orienter un petit peu la façon de poser les choses. Mais on a quand même le sentiment que ça a une forme de vacance du pouvoir, d'un pouvoir qui pédale un peu dans la semoule, qui ne sait pas exactement par quel bout le prendre. On a compris que la question du pouvoir d'achat restait absolument centrale. Il y a tous les jours des reportages, des illustrations. Chacun peut le vivre dans sa vie quotidienne avec cette réalité de la hausse des prix et donc, du coup d'un renchérissement et d'une dureté supplémentaire de la vie quotidienne qui saisit tous les Français. Il y a eu des réponses qui étaient des réponses assez massives, non ciblées avant, mais tout ça finit par être assez dérisoire par rapport à des chiffres qu'on a pour beaucoup pas connus, en tout cas, ou des augmentations qui sont vraiment importantes. Donc je crois que c'est fin juin que doit arriver concrètement le projet de loi. Le 29 juin. En Conseil des ministres. Mais tout ça crée une espèce d'attente qui peut créer aussi une forme de colère, et en tout cas on est assez loin de l'enthousiasme qu'il y avait pu y avoir autour de sa candidature dans son camp en 2017. Est-ce que le silence d'Emmanuel Macron a laissé finalement
Le champ libre à la gauche pour occuper le terrain? Moi, je dirais que oui. Après, c'est plutôt dans l'entre-deux tours d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari de faire exister. Après, faire aboutir la NUP avec cette union de la gauche, ça a eu d'abord quelque chose de très vertueux et je pense que globalement, ce sera payant dans les urnes. Et en même temps, ce qui a pris le plus de place ces derniers temps, c'est plus les contestations, parce que c'est toujours plus vendeur aussi dans les médias, les dissidences, la petite musique des Hollandais, des Cazeneuve, des Delgado et tout ça. Donc il y a une forme de pollution aussi quand même de la stratégie Mélenchon. Il y a le fait qu'il est, le principal argument de la Macronie en ce moment, c'est quand même le repoussoir Mélenchon. Même s'il minimise le fait qu'il puisse gagner, il y a quelque chose d'un peu contradictoire. Il ne peut pas gagner, mais c'est face à ce risque qu'il faut se mobiliser. Voilà, donc ça c'est, chacun jugera. Non, effectivement, il ne peut pas gagner, mais c'est face à ce risque. C'est parce qu'en fait, même en cas de défaite, très probable défaite, tout est relatif, de la NUP, du PES, NUP. Comme on veut, c'est encore libre. C'est encore libre. L'hypothèse même qu'il soit le premier groupe d'opposition, c'est-à-dire, comme certains sondages le donnent, jusqu'à 207 sièges, entre 150 et 200 sièges, offre à la NUPS, la tête de la commission des finances, probablement la questure et un temps de parole énorme et une capacité de nuisance, c'est-à-dire que les macronistes disent s'ils ont 200 députés, c'est un cauchemar. Et un des proches d'Emmanuel Macron me disait récemment, parce que la commission des finances, s'il la donne à Valérie Rabault, qui est une socialiste modérée qu'on a même vue au gouvernement, ça ira. Mais s'il la donne à Coquerel, mais il faut imaginer le cauchemar. Le cauchemar, c'est un mélenchoniste pur et dur. Donc même en cas de défaite, effectivement, c'est la capacité de nuisance qui les inquiète. Et ce qui est intéressant, c'est que face à la droite, en gros, le groupe majoritaire à l'Assemblée dans la précédente mandature, c'était la droite. Et il y avait tout cet argumentaire, notamment des ministres puissants, Darmanin, Le Maire, Édouard Philippe aussi quand il était en fonction, de dire mais qu'est-ce que vous nous reprochez? Ce qu'on fait, c'est ce que vous avez toujours dit que vous feriez et que vous n'avez pas fait. Donc il y avait cette espèce de mécanique qui était le macronisme comme ces gens qui font enfin les choses. Donc ça, c'était assez facile, évidemment, face à la droite. Face à un groupe mélenchoniste, ou en tout cas de gauche, parce qu'il y a aussi des écolos, des communistes et des socialistes dans ce groupe, qui va porter le fer avec d'autres arguments, qui va peut-être d'ailleurs plus le renvoyer à des promesses du candidat auteur de Révolution, du candidat du Macron originel, d'une certaine manière, moins le Macron face à l'exercice du pouvoir, avec ce mandat qui quand même le déporte sur la droite. Donc voilà, effectivement, c'est un exercice qui est plus compliqué pour la Macronie, qui risque d'être peut-être plus productif pour la démocratie. Mélenchon, Premier ministre, il l'imagine, Emmanuel Macron? Non. Non, mais c'est marrant parce que je recommence l'autopromo du coup, mais avec Rachid Laïrech qui suit la gauche, on a raconté un peu la relation d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon dans un récit la semaine dernière, où justement, en fait, ce qu'on raconte, c'est que ce sont deux personnalités du paysage politique qui s'affrontent, mais qui quand même se respectent et s'admirent et donc s'observent tout particulièrement. Et Emmanuel Macron, quand il entend Jean-Luc Mélenchon parler le soir du premier tour de la présidentielle et dire pas une voix pour Marine Le Pen, pas une voix pour Marine Le Pen, il regarde sa télé et il se dit c'est digne. Il est content, il est soulagé, il se dit bon voilà, il a compris l'enjeu, etc. Et 15 jours plus tard, quand il entend Jean-Luc Mélenchon dire oui d'accord, mais alors en fait, élisez-moi Premier ministre, il se dit donc ça veut dire que le mec qui a perdu 3 fois, là je le cite, donne des leçons de légitimité à celui qui a gagné 2 fois. Et là on passe dans un autre registre où non, il y croit pas, mais il se rend compte quand même que Mélenchon, ce qui pensait être un discours d'adieu à la vie politique au soir du premier tour de 2022 était pas du tout un discours d'adieu, est un discours de préparation au combat, à un autre combat, et qu'en fait c'était lui le premier adversaire. Et Jean-Luc Mélenchon raconte que dans le papier que il est étonné du comportement de Emmanuel Macron ces derniers temps, qu'il a l'air absent, comme s'il avait un peu lâché l'affaire, et que en fait, il commence à se demander presque s'il n'a pas envie que Jean-Luc Mélenchon gagne et de faire de la cohabitation avec lui. Une chose, Charlotte, est-ce qu'il y a quand même, à travers ce silence de Macron, est-ce qu'il y a quand même peut-être, je sais pas, moi je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une interrogation sur le sens qu'il veut donner à son deuxième mandat? En fait, je pense que la phrase exacte, c'est pas son deuxième mandat, c'est son dernier mandat. Et que ça change tout dans la réflexion, parce que Emmanuel Macron sait qu'il ne pourra pas se présenter une 3e fois, parce que la Constitution l'interdit. Alors bon, certains de ses proches disent il peut faire une pause de 5 ans et revenir. Peu importe, c'est son dernier mandat. Et que fait-on d'un dernier mandat? Je pense que la question est beaucoup plus vertigineuse. Quelle trace, ouais. Voilà, quelle trace on laisse? Est-ce que les macronistes avaient souvent à l'époque Schröder comme référence, c'est-à-dire le chancelier allemand qui a fait une politique un peu de la dernière chance, c'est-à-dire en l'occurrence de rigueur et d'austérité, etc. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron veut aller là-dedans, ou quand même, malgré tout,
continuer à cajoler d'une certaine manière, avec le quoi qu'il en coûte en tête, etc., qui est terminé, mais enfin on voit une politique un peu différente. Est-ce que c'est inscrire le macronisme dans la durée, et du coup ça veut dire aussi créer les conditions, faire monter les gens, voire désigner un dauphin, enfin là, ou est-ce que c'est, voilà, je suis face à moi-même et face à l'histoire, et je fais les choses pleinement comme je les sens au service de la France. Voilà, il y a ce côté, et on voit d'ailleurs de toutes choses égales par ailleurs, on a vu que chez Nicolas Sarkozy, lui-même ancien président, l'idée que quelqu'un puisse reprendre le flambeau, quelque chose presque d'inimaginable et d'inacceptable. François Hollande a été libéré de ce genre de considération puisqu'il a été lui-même dans l'incapacité de reprendre son propre flambeau. Mais voilà, cette idée, il y a quand même un gros ego derrière ces grands personnages. Et surtout que, d'autant, par rapport à ce que dit Jonathan, Emmanuel Macron, c'est pas un politique. Il était dans le privé il y a 5 ans, et en fait, il retournera dans le privé dans 5 ans. Très probablement. Il fera des conférences. Donc en fait, il n'a pas ce truc du militant pur jus qui a grandi dans des salles surchauffées où on débat et où on adule quelqu'un, on adore quelqu'un et donc quelque part on a envie aussi de lui succéder, etc. Tout ça, ça n'existe pas dans sa tête, c'est pas dans sa mentalité. Donc préparer la suite, j'ai un peu du mal à y croire. Et je parlais à un député récemment à qui je disais, mais t'es macroniste de gauche ou t'es macroniste de droite, t'es sur le flanc gauche ou t'es sur le flanc droit, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques, qui dit jamais vraiment rien de saillant et tout ça. Et il me répondait, je suis macroniste, je peux pas dire autre chose. Et je trouve que c'est assez significatif. Merci Charlotte, merci Jonathan. Libellisé continue à arpenter donc la route des élections législatives afin de vous aider à comprendre et décrypter le monde politique en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisé@libération.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.